Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, Moustapha Diakhaté placé sous mandat de dépôt. Le journaliste Adama Gaye bénéficie d'une liberté provisoire. On vous explique tout dès le début de cette édition. Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Les Sénégalais condamnent la violence sous toutes ses formes. Dans ce journal, nous ferons un zoom sur la région de Ziguinchor où plusieurs cas sont recensés, vous le verrez. À la une également, l'affaire Samuel Sarr et la controverse sur le montant total non justifié, 8 milliards ou 2 milliards de francs CFA. Quel avenir pour West African Energy, un consortium sous pavillon sénégalais, décryptage à suivre. Et puis, souveraineté et sécurité en Afrique de l'Ouest, quelle solution durable? On en parle avec nos invités à l'occasion de la 2e édition du colloque du CHEDS. El Hadj Babacar Diop, avocat général près la Cour suprême, et le professeur Djeila Yayawan, agrégé des facultés de droit. Comment expliquer cette poussée souverainiste dans le monde? Quelle souveraineté à l'ère de la mondialisation? On en parle dans Soir d'Info. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Bonsoir à tous. L'actualité judiciaire d'abord. Moustapha Diakhaté placé sous mandat de dépôt. L'opposant sera jugé en flagrant délit jeudi prochain. Le lendemain, vendredi, Adama Gaye se présentera devant le juge. Le journaliste bénéficie pour le moment d'une liberté provisoire. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Quant à l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté, il est poursuivi pour insultes commises par le biais d'un système informatique, manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique et troubles politiques graves. La violence doit être combattue dans toutes ses formes. Plaidoyer des Sénégalais en cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Reportage Alassane Diop. ñu fekk ko muy waxtaan ak ay xaritam. góor si àndul ci mettital jigéen ak nu mu mën a mel moom àndul. En pleine discussion avec ses amis, cet homme est tout d'abord contre la violence dans toutes ses formes. Il refute également cette conception de la violence basée sur le genre. Je nie le terme du concept de la violence faite aux femmes. C'est la violence elle-même dont on doit parler. C'est la violence qui ne doit pas exister. Autant qu'il y a des hommes qui exercent la violence chez les femmes, mais il y a combien de femmes qui font souffrir des hommes et on ne parle pas. On sait que l'homme, de par essence, a toujours eu une autorité, des fois abusive, envers la femme, qui a toujours voulu que la femme se soumette totalement et entièrement. Au fur des temps, les religions ont amené à faire comprendre que la femme est un être égal dignité que l'homme. Ce soudeur de son côté honnie totalement les hommes qui violentent les femmes. Il ne manque pas de rappeler la position de la religion. L'islam est le premier à l'interdire. Ce n'est même pas joli. Aucun homme ne devrait maltraiter une femme. Elles sont les mamans de nos enfants. Elles sont nos mamans. La violence est mauvaise. Si on ne soutient pas les femmes, on ne doit pas les toucher. C'est seulement quelqu'un de méchant qui lève la main sur une femme. Pour sortir du cercle de la violence, qu'elle soit conjugale ou autre, les propositions sont nombreuses. Pour éviter les violences, il faut qu'il y ait la communication entre le mari et la femme. Discuter avec sa femme après le boulot, c'est important. Essayer d'enlever ce concept de la violence et éduquer les hommes. Se concentrer sur le concept éducation. Il faut toujours avoir de la retenue envers les femmes. Ce sont elles qui nous soulagent. Selon les données de l'ANSD datées de 2019, environ 25% des femmes sénégalaises âgées de 15 ans à 49 ans ont subi des violences physiques au moins une fois dans leur vie de la part de leur conjoint. À Ziguinchor, plusieurs cas sont recensés. Ces 11 derniers mois, des violences physiques, psychologiques et économiques, estime Ndeye Astou Goudiaby, point focal AJS.
2024 à novembre 2024, nous avons pu recenser 70 cas de violence concernant les différentes formes, que ce soit les violences physiques, les violences économiques, les violences sexuelles et les violences psychologiques. Mais pour toutes ces formes de violence, les femmes qui sont dans les ménages et les jeunes filles sont les plus touchées par ce fléau. Dans le cadre de cette journée de sensibilisation, des séjours d'activisme, de lutte contre les violences basées sur le genre, les conséquences sont énormes. D'abord sur la victime d'abord. Elle peut ressentir sur le plan de la santé des conséquences. Donc, elle peut avoir des cicatrices, des fractures, des blessures. Elle peut même, ça peut même entraîner la mort des fois. Et sur le plan psychologique aussi, ça laisse des conséquences. On a beaucoup de cas de divorce. Et pour la plupart du temps, ces causes sont les violences, notamment le défaut d'entretien. Il y a aussi le refus de contribuer aux charges du ménage. Juste appeler toute la communauté, que ce soit les acteurs de la société civile, les acteurs étatiques, mais aussi les acteurs communautaires. Comme vous le savez bien, le thème de cette année, c'est riposter et se reconstruire après les violences. Donc pour y parvenir, il faut des actions collectives. Dans l'actualité également, l'arrestation de Samuel Sarr et la controverse autour du montant non justifié de 8 milliards ou 2 milliards de francs CFA, estime son avocat avec justificatif à l'appui. Mais quel avenir pour la société ouest-africaine Énergie? Explication Alassane Diop. Cette guerre ouverte entre différents actionnaires de West African Energy est en train d'anéantir l'espoir porté par les Sénégalais sur cet ambitieux projet. L'interpellation de Samuel Sarr, après une plainte de l'un des 5 associés, en l'occurrence Moustapha Ndiaye, pour abus de biens sociaux dont le montant est estimé à 2 milliards de francs CFA, et la réplique annoncée par l'ancien ministre de l'Énergie Souvade ne seront pas sans conséquences. L'importateur de riz serait soutenu dans son action de révocation par Khadim Ba et Abdoulaye Dia. Contestant cette révocation de son poste, Samuel Sarr estime que Moustapha Ndiaye fait dans l'usurpation de titre. Il renseigne qu'il n'est plus PCA de West African Energy depuis le 3 février dernier et que le poste est occupé par l'actuel DG de la Sénélec, Pape Toby Gaye. Dans sa plainte, Samuel Sarr vise les délits de faux et usage de faux en écriture privée et association de malfaiteurs. Ce projet qui avait attiré l'attention de la communauté nationale et internationale avait été pensé et porté à 100% par des acteurs privés nationaux. Il s'agit entre autres de Samuel Sarr, Moustapha Ndiaye, Khadim Ba, Abdoulaye Dia, Harouna Dia avec la Sénélec comme partenaire. West African Energy était décrit comme un modèle en cas de succès et un repoussoir en cas d'échec dans le cadre d'un test grandeur de nature de la stratégie Gas to Power du Sénégal. Financée à hauteur de 283 milliards de francs CFA, la centrale devrait permettre de générer plusieurs centaines d'emplois. Et d'alimenter près de 500 000 foyers. Le contrat a été signé en 2020 avec la société turque Salik Energy et le groupe américain General Electric pour la construction au Cap des Bûches à Rufisque de cette centrale électrique à gaz de 300 MW. S'ils échouent, ce que l'on ne souhaite pas, le secteur privé national risque encore de créer des doutes quant à sa capacité à pouvoir penser et porter ensemble de grands projets du genre. Xëccoo wi dox diggante ay actionnaires yu nekk ci West African Energy. Merci Alassane. L'actualité, c'est aussi la commémoration prochaine du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye 44. Plusieurs activités au programme. Le maire de Thiaroye souhaite l'érection du centre de documentation pour la conservation de tous les écrits sur cette tragédie. Nous l'écoutons avec notre équipe dans la banlieue de Dakar. Un rôle particulier à jouer parce que ici repose la mémoire de nos ancêtres. En tant que commune, en tant que collectivité locale, nous ne devons pas rester en rade. Nous avons décidé aujourd'hui de donner le signal en mobilisant les populations de Thiaroye-sur-Mer autour de cette randonnée, mais autour du thème de cette année. Nous sommes convaincus que Thiaroye doit briller à travers cette mémoire. Et pour cela, il faudrait qu'à l'image, comme vous l'avez dit, du Diola, qu'il y ait un mémorial dédié à Thiaroye. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons un musée à Thiaroye, nous avons le cas, nous avons le cimetière, mais nous plaidons effectivement pour qu'il y ait un centre de documentation à Thiaroye qui puisse recueillir tous les écrits concernant Thiaroye. En le faisant, nous serons redevables à ceux-là qui vivent ici.
Religion, sacrée nouvelle évêque Ziguinchor dans le diocèse de Ziguinchor. Après 2 ans d'attente, l'Église catholique a enfin son nouvel évêque en la personne de son Excellence Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, dont le sacre a eu lieu ce samedi dans l'enceinte du moyen séminaire Saint-Louis, qui a refusé du monde une célébration eucharistique qui aura duré 4 tours d'horloge en présence d'une forte délégation gouvernementale dirigée par le ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine. Reportage Daniel Diouf. La possession canonique d'un diocèse, tout un rituel auquel se soumet un nouvel évêque. Il lui permet d'effectuer son entrée solennelle à la cathédrale. Ici, à Ziguinchor, son Excellence Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga a sacrifié au rituel, reçu ce dimanche par la communauté diocésaine, suivant l'usage liturgique, pour recevoir un nouvel évêque. Il est accompagné en procession par les prêtres et ses confrères dans l'épiscopat. C'est sur ce parvis qu'il va devoir attendre d'être reçu par le nonce apostolique, le représentant du pape au Sénégal. Sur ces images, le nonce apostolique, accompagné de l'administrateur diocésain qui a assuré l'intérim durant la vacance du poste, et du révérend père, curé de la paroisse cathédrale Saint-Antoine de Padoue. C'est ici que le curé lui présente le crucifix, puis l'aspersoir avec lequel Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga se signe de l'eau bénite comme le stupule, le cérémonial des évêques. Puis, tous ensemble, ils entrent dans la cathédrale pour aller se recueillir devant le Saint-Sacrement. C'est aussi le peuple de Dieu qui reçoit son évêque en écoutant la lettre apostolique du pape présentée à l'Assemblée. À travers cette lettre, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga est devenu effectivement l'évêque du diocèse de Ziguinchor. La cloche retentit à cet effet. Le rituel amènera ensuite le nouvel évêque invité par le nonce apostolique à s'asseoir sur la cathèdre, le siège liturgique, réservé à l'évêque. Il le relie aux origines de l'église de Ziguinchor. S'ensuit la présentation de l'évêque, la présentation du diocèse et puis l'oraison d'ouverture prononcée par Jean-Baptiste Walter Manga. L'autre temps fort de cette célébration, l'évêque qui reçoit l'obéissance des prêtres, diacres, religieux, religieuses, scouts entre autres, qui viennent lui promettre fidélité, comme on peut le voir sur ces images. Enfin, en guise de cadeau d'accueil, son Excellence Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga reçoit ce document, un moyen de préparation à son ministère. Il intègre par la même occasion la conférence épiscopale Sénégal, Mauritanie, Guinée-Bissau, Cap-Vert. Merci Daniel. Et puis ce dimanche, le nouvel évêque de Ziguinchor sera installé sur son siège d'évêque à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue à travers une messe solennelle qu'il présidera lui-même. Ce sera sa messe des prémices. Dans l'actualité sportive, Modulo conserve sa couronne, mais la polémique enfle au lendemain de ce combat. Les commentaires vont bon train sur la chute ou pas chute du roi des arènes. C'est un reportage de Dissa Prera. Tapha Tine, Balla Gaye 2 et dans une moindre mesure, Sa Thiès pourrait croiser le fer avec le roi des arènes. C'est ce que pense le journaliste sportif Iba Kane. Modou Lô en tant que roi des arènes, je pense qu'il a une palette d'adversaires, Il y a un qui se dégage actuellement, c'est Tapha Tine. Il y a aussi un autre lutteur qui se dégage, c'est Balla Gaye 2, le bourreau de Modou Lô.
qu'il a battu à 2 reprises. Donc Balla Gaye de Modou Lô, c'est une belle revanche, pour une troisième confrontation. Il y a aussi un autre lutteur qui peut mélanger les cartes, c'est Sa Thiès. Un combat Modou Lô aussi, Sa Thiès, ça peut être. Donc il a 3 adversaires potentiels, Tapha Tine, Balla Gaye 2 ou Sa Thiès. Mais pour Malick Thiandoum, à part Sa Thiès qui s'est proposé, Reug Reug et Moussa Ndoye seraient de très bons adversaires pour le nouveau roi des arènes. Pour moi, le combat le plus explosif et le combat le plus attendu par les férus de la lutte, c'est le combat entre le roi des arènes Modou Lô et le champion de MMA Reug Reug. Ça va être un combat en tout cas très explosif. Autre combat qui pourrait être également ficelé, c'est le combat entre Sa Thiès et Modou Lô. Sa Thiès a défié hier devant tout le monde Modou Lô et Siteu, puisque c'est Modou Lô qui a gagné. Ce combat est également logique. Modou Lô peut également affronter Moussa Ndoye de Yaraax. Malick Thiandoum estime qu'un remake du combat Modou Lô et Siteu pourrait servir de clarification. Le roi des arènes qui a donc le choix de ses adversaires. L'Assemblée générale élective du stade de Mbour prévue samedi dernier n'a pas pu aller à son terme à cause d'actes de violence et des faits regrettés par le candidat à la présidence Moussa Mbaye. Nous l'écoutons avec Cheikh Sadibou Diarra. Ces actes n'honorent pas les supporters du stade de Mbour, n'honorent pas la population de Mbour. Et à mon avis, il ne saurait y avoir d'adversité entre des supporters d'un même club de foot, même entre des supporters de clubs différents. Les vertus du sport sont des vertus vraiment d'entraide, de solidarité, de fair play, et nous devons nous les approprier. Et en ce sens, j'invite vraiment tous les supporters du stade de Mbour, qu'ils se réclament de mon camp ou du camp du président Aswad, donc qui est, disons, l'autre prétendant à la présidence, le président sortant d'ailleurs. Je les invite tous, de quelque bord qu'ils soient, à la retenue. Il a été retenu donc que l'élection se fasse certainement samedi, mais cela reste à être confirmé. En 4 ans, c'est 2 relégations. Je pense qu'on gagnerait quand même à changer, à apporter du sang neuf, à voir ce qui peut être fait pour vraiment redonner au stade de Mbour son lustre, lui permettre aujourd'hui de jouer les premiers rôles dans le championnat. Et nous, c'est ce que nous proposons. Aujourd'hui, nous venons avec un programme. Nous venons avec des gens qui veulent exécuter avec nous ce programme et c'est tout aussi simple. Donc notre volonté aujourd'hui est d'amener plus d'organisation dans la gestion du stade de Mbour. Notre volonté est d'amener une gouvernance vraiment, qu'elle soit économique, qu'elle soit sportive, qu'elle soit administrative, plus inclusive, plus transparente et vraiment plus projetée vers des résultats. Notre ambition, nous, est de contribuer à doter le club des moyens nécessaires pour qu'il atteigne ce standing-là. Donc, naturellement. Prévu du 1er au 7 décembre prochain à Dakar, la semaine de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie Conféges va servir de cadre de lancement du projet Double Carrière selon la secrétaire générale de l'instance, Madame Luisette René-Toby, avec Cheikh Sadibou Diarra. Ça s'appelle Double Carrière 2026 Los Angeles. On complétera après Los Angeles 2028. Qui regroupe 1 millier d'enfants dans 12 États et gouvernements membres pour 3 disciplines. Notre objectif, c'est que de ces jeunes, ils sont encadrés par à peu près 300 personnes. Notre souhait, nos espoirs, c'est que de ces 1000 jeunes, 40% soient sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Dakar 2026. Nous aimerions, à la suite de Dakar 2026, les accompagner tous à préparer Los Angeles 2028. C'est un projet hors programme qui coûtera à peu près 700 millions de francs CFA par an. Et pendant la semaine Conféges, je crois le 2, nous aurons, une journée consacrée aux arts martiaux. Et à la soirée de gala, on va leur accorder 10 minutes de démonstration. On a la randonnée, voilà, on a nos réunions et puis on aura les formations des officiels techniques sénégalais. Et puis en mode basket éliminatoire de l'Afro-Basket 2025, le Sénégal termine son parcours avec un score de 87 à 83 devant le Cameroun. Un parcours donc parfait, mais le sélectionneur regrette les conditions de regroupement. C'est un sujet de Mamadou Ndiaye. Un nouveau coup de semonce dans le basketball sénégalais.
Après Abdourahmane Ndiaye, Adidas en 2019 et Boniface Ndong en 2022, c'est au tour d'Ngagne Desakana Diop de dénoncer les conditions de regroupement et de préparation dans la tanière. Le sélectionneur des Lions du basket, visiblement très en colère, a menacé de démissionner si des améliorations ne sont pas rapidement apportées. Lors de la conférence de presse, il a lâché les mots lourds de sens. J'ai choisi d'attendre après le tournoi pour parler, mais il faut dire les choses. Nous avons vécu trop de problèmes avant le démarrage. Certains joueurs ont reçu leur billet tardivement. L'organisation des hébergements a été un véritable casse-tête. Ce genre de dysfonctionnement met en péril nos objectifs et notre image. Malgré ces obstacles, le groupe a su montrer une résilience exemplaire sur le terrain, remportant les 3 matchs pour terminer en tête du groupe C. Selon les spécialistes, le coach a bien choisi le moment pour parler des difficultés vécues pendant la préparation dans la fenêtre 2 des éliminatoires de l'Afrobasket 2025. Il faut saluer le fait que le coach ait attendu la fin du tournoi pour pousser ce coup de gueule. Nous n'avons pas senti ces désagréments dans les matchs des Lions. Il faut que les autorités trouvent une solution définitive à ces genres de problèmes qui arrivent beaucoup trop souvent. Le Sénégal enchaîne 3 victoires dans cette fenêtre 2. Les Lions, déjà leaders du groupe C, avec une qualification presque acquise pour le prochain Afrobasket, prévu en Angola 2025. Merci Mamadou, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'Info, la suite avec le professeur Djeila Yayawan et l'avocat général près la Cour suprême, El Hadj Babacar Diop. A tout de suite.